La défense aérienne multicouche devait assurer le succès de l'Iran, limitant les États-Unis à l'emploi de bombardiers furtifs et de chasseurs, les autres appareils étant abattus. Mais ces plans sont morts depuis longtemps. Maintenant, les États-Unis ont des AH-64 Apache et des Hadith Warthog qui opèrent en Iran. Ils déchaînent l'enfer sur l'armée iranienne, jouant leur rôle pour l'effacer de la carte avec des frappes si incroyables que l'Iran n'aurait jamais imaginé pouvoir être touché de cette façon. Et comment cela se fait-il? Parce que les États-Unis ont obtenu la suprématie aérienne en Iran. Si vous les connaissez, vous les adorez, a déclaré le secrétaire américain à la guerre Pete Hegseth le 26 mars, en annonçant que les hélicoptères Apache et les Hadith Warthog volent impunément dans l'espace aérien iranien. Et les hélicoptères de combat Apache mènent des missions de frappe à l'intérieur de l'espace aérien iranien, et partout dans le détroit d'Ormuz à leur guise, a ajouté Hegseth. Et cela nous montre que l'Iran n'a aucune réponse en matière de défense aérienne face au problème des frappes aériennes américaines. Ces appareils ne sont pas furtifs, loin de là en fait. Hegseth les décrit comme lents, et volant plus bas que des appareils comme le F-35 ou le B-2 Spirit. Ce simple fait montre à quel point les défenses aériennes de l'Iran ont été dégradées. Selon Hegseth, ces appareils lents volant à basse altitude d'appui aérien rapproché ne sont utilisés que si l'ennemi n'a plus de défenses aériennes importantes. Et même si cela peut sembler être une déclaration audacieuse, c'est en grande partie vrai. Les Apaches et les Hadith peuvent voler, parce que l'opération Fureur épique et l'opération Lion rugissant ont vraiment mis à mal les défenses aériennes de l'Iran. Au 5 mars, le chef d'état-major de la Tsahal, le lieutenant-général Ayal Zamir, affirmait que 80% des systèmes de défense aérienne iraniens avaient été détruits ou neutralisés en 24 heures lors des frappes. L'Iran se retrouve avec des défenses aériennes isolées, souvent de simples soldats équipés de systèmes portatifs, face à des frappes trop rapides pour qu'ils réagissent. Les défenses aériennes multicouches iraniennes ont été rendues pratiquement inutiles par les États-Unis et Israël. Les propos de Zamir ne suffisent pas à expliquer la situation. Les difficultés de défense aérienne de l'Iran ont débuté avant les opérations Fureur épique et Lion rugissant. Dès le 12 décembre, Forbes signalait que l'Iran avait d'importantes faiblesses dans sa défense aérienne face à Israël et, comme nous l'avons appris ensuite, face aux États-Unis. L'ex-président Hassan Rouhani a critiqué ces défenses. Le ciel iranien est désormais totalement sûr pour l'ennemi. Nous n'avons plus de réelle capacité de dissuasion. Nos pays voisins, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, ont tous un espace aérien contrôlé par les États-Unis et Israël. Les États-Unis et Israël avaient déjà des bases proches de l'Iran, leur permettant d'y pénétrer pratiquement à leur guise avant l'opération Fureur épique. C'était un problème, tout comme le fait que les États-Unis et Israël avaient déjà vaincu les défenses aériennes iraniennes. Pendant l'opération Marteau de minuit en juin, qui a déclenché la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, une grande partie des défenses aériennes iraniennes a été détruite en quelques heures. C'est le vrai problème pour l'Iran. Aussi impressionnant que cela puisse paraître d'avoir éliminé 80% des défenses aériennes du pays, la véritable raison pour laquelle l'Iran a échoué de façon aussi spectaculaire à empêcher les Hadiths et les Apaches de voler dans son espace aérien, c'est que ces défenses avaient été compromises avant même l'arrivée de ces appareils. Lors du début de l'opération Fureur épique, Army Technology indiquait que l'Iran ne possédait plus qu'une centaine de lanceurs de défense aérienne, probablement incompatibles avec tous les missiles nécessaires pour riposter aux frappes aériennes américaines. L'Iran était perdant d'emblée. Un peu plus d'un semestre ne suffisait pas pour restaurer sa défense aérienne au niveau atteint avant sa paralysie par Israël et les États-Unis en juin. Ainsi, les Apaches et les Hadiths peuvent désormais éliminer des cibles militaires partout en Iran. Si l'Iran avait des défenses aériennes, ce ne serait pas possible. L'Apache est une cible facile pour les défenses aériennes modernes. Avec un plafond pratique de seulement 20 000 pieds, il devrait être vulnérable, même face aux anciens systèmes de défense aérienne russes et chinois, qui sont censés constituer le réseau de défense aérienne de l'Iran. Le S-300 par exemple, dont nous savons qu'il est présent en Iran, serait capable d'atteindre des cibles jusqu'à 19 miles d'altitude. Ce chiffre concerne la version la plus récente du S-300. Cela reste environ 5 fois l'altitude maximale de l'Apache, et les anciennes variantes peuvent aussi tirer des missiles dépassant largement son plafond d'opérationnel. Le simple fait que l'Apache vole en Iran montre que Hegseth a parfaitement raison au sujet des défenses aériennes de l'Iran. Du moins, en grande partie. On ne peut pas ignorer le fait que 80% ce n'est pas 100%.
L'Iran dispose encore de certains systèmes de défense aérienne, mais on ignore lesquels et où ils se trouvent. Cependant, comme le note Army Recognition, la présence d'A-10 et d'Apache au-dessus du détroit d'Ormuz le montre. Les États-Unis ont, au minimum, créé de grandes poches localisées de supériorité aérienne. Et il est probable qu'ils soient capables de maintenir ces voies ouvertes grâce à une combinaison de guerre électronique, de déploiement avancé et de la suppression de toute défense aérienne que l'Iran tenterait de déployer pour contrer les appareils américains. La supériorité mène à la suprématie, donnant aux États-Unis un contrôle accru sur l'espace aérien iranien. Avant cela, concentrons-nous sur l'utilisation des A-10 et Apache par les États-Unis en Iran. Les remarques de Hegseth suggèrent que l'objectif principal pour les deux a été d'effectuer des sorties répétées, au-dessus des voies navigables iraniennes, avec une attention particulière portée sur le détroit d'Ormuz. Si c'est le cas, alors ce sont clairement des plateformes dotées de capacités qui les rendent parfaitement adaptées à ce type de mission. L'A-10, doté d'un blindage en titane, de systèmes de vol redondants, de la capacité à voler à basse altitude et de son canon Jiao 8A de 30 mm, capable de déchiqueter l'acier, paraît presque conçu pour cette mission. Pour contrer les vedettes rapides iraniennes attaquant les navires marchands dans le détroit. Conçu à l'origine comme destructeur de chars pour soutenir les forces terrestres, l'A-10 est devenue une plateforme polyvalente déployée après la neutralisation des défenses aériennes ennemies. Les vedettes rapides sont neutralisées par les canons de l'A-10, mais il ne faut pas sous-estimer l'appareil lui-même, tant pour sa souplesse d'emploi que pour ses frappes contre des cibles sur le territoire iranien. Après tout, nous avons déjà vu des images d'un A-10 utilisant ses canons pour détruire une base utilisée par une milice supplétive pro-iranienne en Irak, donc nous savons qu'il attaque des cibles aussi bien sur terre qu'en mer. L'A-10 a utilisé son canon lors de l'attaque. D'autres l'ont sûrement vu utiliser des munitions de frappe à distance emportées par l'appareil. C'est un avion de guerre, capable de tirer des missiles AGM-65 Maverick, ainsi que des bombes guidées par laser et GPS, toutes deux conçues pour être lancées à des kilomètres de la cible prévue, ce qui minimise la menace posée par les défenses aériennes, présentes sur ces cibles. Des missiles AM-9 Sidewinder peuvent également être embarqués sur l'A-10, ce qui en fait une menace air-air contre les drones iraniens et les avions plus anciens de la force aérienne iranienne. La clé, c'est la polyvalence de l'A-10. Même si son rôle dans le détroit d'Ormuz est sans doute le plus crucial pour retirer à l'Iran un levier clé qu'il tente d'utiliser pour forcer la fin de l'opération Epic Fury, l'A-10 reste suffisamment polyvalent pour opérer partout en Iran. Oui, il est vulnérable aux défenses aériennes modernes comme le S-300, mais c'est là que la supériorité aérienne américaine intervient. Tant que les A-10 restent dans les zones sécurisées créées par les États-Unis et Israël, ces machines de destruction possèdent une telle puissance de feu que leurs cibles doivent croire vivre la fin du monde à chaque impact. Quant aux hélicoptères Apache, ils ne sont pas aussi polyvalents que les A-10. Ils sont équipés de missiles Hellfire et de canons à chaîne de 30 mm, ce qui les rend très utiles dans le détroit d'Ormuz. L'Apache est assez rapide pour poursuivre et attaquer les vedettes d'attaque rapides iraniennes. De plus, c'est un hélicoptère. Il peut stationner en vol et voler lentement, escortant ainsi les navires de la marine américaine et les navires marchands traversant le détroit. Des opérations dans un espace aérien contesté seraient risquées pour cet hélicoptère d'attaque, car son rayon d'action, sa vitesse et sa vulnérabilité aux menaces guidées par infrarouge comme par radar en font une cible. Mais comme les A-10, les Apaches américains ne sont pas touchés. L'Iran n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour les atteindre, et cela, peut-être encore plus que les pourcentages avancés par les FDI, prouve que le contrôle du ciel iranien appartient désormais aux États-Unis. Nous assistons à une campagne intense, renforcée par ces plateformes non furtives. Et c'est exactement le genre de sujet que nous couvrons ici à The Military Show. Si c'est le type d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. En date du 25 mars, les États-Unis ont frappé au moins 10 000 cibles en Iran. Il s'agit de cibles frappées, pas de 10 000 munitions tirées. Cette campagne aérienne est si vaste que les États-Unis ne pourraient la mener avec seulement quelques types d'appareils. Des plateformes à grande capacité comme les anciens bombardiers américains et l'A-10 sont essentielles pour soutenir la puissance de feu des chasseurs et bombardiers furtifs menant des sorties plus ciblées à travers l'Iran. L'impact sur l'armée iranienne a été dévastateur. Les dirigeants ont été tués successivement, à commencer par l'ancien guide suprême Ali Khamenei, l'une des premières victimes de l'opération Epic Fury.
Les États-Unis affirment que 92% des navires de guerre iraniens ont été éliminés et que les tirs de missiles ont diminué de 90% grâce à une campagne concertée visant à détruire les sites de lancement de missiles. Centres de commandement, de contrôle et sites de production sont durement touchés, El Hadix étant au centre de ces actions. Les vedettes rapides du détroit d'Ormuz affrontent l'avion d'attaque polyvalent et l'hélicoptère Apache. Tout point militaire sans défense aérienne, ce qui semble être la majorité, risque de subir une attaque d'un Hadix tôt ou tard. L'infrastructure de missiles iranienne a été gravement endommagée par la puissance aérienne américaine. Le 29 mars, le Washington Post a publié des images satellites montrant les dégâts causés à certains des sites de lancement les plus importants de l'Iran. Au moins 29 sites de lancement de missiles balistiques iraniens ont été détruits depuis le début de l'opération Fureur épique, selon Yalmit, ce qui explique la forte baisse des lancements de missiles iraniens, observée depuis début mars. Les États-Unis ont aussi frappé des sites clés de production de missiles balistiques iraniens. Un réseau entier de ces sites existe en Iran, tous supervisés par le ministère iranien de la Défense et le corps des gardiens de la Révolution islamique. Les États-Unis ont déjà frappé 4 sites clés du réseau, tous produisant du carburant pour les missiles balistiques que l'Iran veut fabriquer. Sharoud, Pashin, Kojir et Hakimiyya ont tous subi des dégâts encore plus importants que ceux infligés lors de la guerre de 12 jours de l'Iran avec Israël. Ce sont des cibles stratégiques. Même les meilleurs missiles sont inutiles sans carburant ni rampe de lancement. Avec les défenses aériennes de l'Iran affaiblies, les Hadis américains et d'autres appareils ont largué à distance bombes et munitions au cœur de ce type d'installation. C'est encore mieux, pour l'Hadix. Vous souvenez-vous qu'on a expliqué plus tôt comment le terrain pour détruire le réseau de défense aérienne iranien avait été préparé avant l'opération Fureur épique. Les Hadis auraient contribué à détruire les dernières défenses aériennes iraniennes dès les débuts de l'opération Fureur épique. Army Recognition précise qu'un facteur clé expliquant la présence des Apaches et Hadix en Iran est l'obtention rapide de la supériorité aérienne par les États-Unis. Les plateformes furtives comme le F-35 et le B-2 Spirit ont fait la une au début de l'opération, car elles ont pénétré en Iran sans être détectées pour frapper des cibles militaires stratégiques. Les F-22 faisaient également partie des premières vagues, encore une fois parce qu'ils disposent de capacités furtives qui leur permettent de ne pas être abattus par les défenses aériennes iraniennes. Tout cela a du sens, mais la présence des Hadis à ce moment-là, non. Les États-Unis ont combiné l'usage de plateformes furtives avec la cyberguerre et la guerre électronique, ou GE, pour affaiblir les défenses aériennes iraniennes, même sans détruire les systèmes eux-mêmes. La perturbation des réseaux radars et capteurs iraniens, que les États-Unis ont réalisé grâce à tout, des opérations spatiales aux avions EA-18G et Growler équipés de matériel de guerre électronique, a créé des couloirs temporaires où la menace des défenses aériennes était réduite. Cela a ouvert la voie aux Hadix, et plus tard aux Apaches pour intervenir, frapper leurs cibles, puis se retirer avant que les défenses aériennes iraniennes ne soient réactivées. Cette approche laisse aussi penser que les Hadix aient été envoyés pour frapper directement les unités de défense aérienne iraniennes, déjà compromises par des opérations cyber et de guerre électronique. Il y a un certain niveau d'ironie dans cette approche. La même plateforme que ces défenses devraient pouvoir contrer est également responsable de leur destruction. Les Hadis et les Apaches volent désormais en toute impunité au-dessus de l'Iran, ce qui nous indique que la supériorité aérienne dont nous avons parlé est sur le point de se transformer en une véritable suprématie aérienne. Certains pensaient déjà que c'est la situation en Iran, y compris l'ancien commandant du commandement central américain, ou CENTCOM et directeur de la CIA David Petraeus. Nous ne sommes pas inquiets pour les défenses aériennes et balistiques de l'Iran, tant que vous restez hors de portée des mitrailleuses lourdes. Vous pouvez donc frapper à volonté, affirme Petraeus, ajoutant « Je dirais qu'en réalité, nous avons désormais la suprématie aérienne, pas seulement la supériorité. » Je comprends que les gens restent prudents sur ce type d'évaluation en public. La prudence est en effet importante. Le réseau principal de défense aérienne iranien est peut-être neutralisé, mais il possède encore mitrailleuses et lance-roquettes anti-aériens portables. Ceux qui occupent les plus hauts postes dans la chaîne de commandement américaine préfèrent peut-être encore parler de supériorité aérienne plutôt que de suprématie aérienne. Mais en réalité, sauf quelques menaces isolées, les États-Unis peuvent envoyer presque n'importe quelle plateforme aérienne dans l'espace aérien iranien sans réelle résistance. Le mieux que l'Iran ait réussi, c'est d'endommager un U-3 Sentry américain. Mais cela a nécessité une frappe de missile contre une base en Arabie Saoudite, plutôt qu'un tir depuis un système anti-aérien.
Peut-être que l'ancien commandant du CENTCOM et général du corps des Marines des États-Unis, Frank McKenzie, résume le mieux la situation actuelle de l'armée iranienne. Je pense que nous atteignons nos objectifs. Le CENTCOM suit un plan de campagne préparé de longue date. Nous avons neutralisé les défenses aériennes iraniennes, obtenant ainsi la suprématie aérienne sur la majeure partie de l'Iran. Cela nous a permis de traquer les missiles balistiques, explique McKenzie au Jewish Institute for National Security of America. Deux ex-commandants du CENTCOM emploient « suprématie aérienne » plutôt que « supériorité aérienne ». Ils disent ce que les hauts gradés de la structure militaire américaine n'osent pas dire actuellement. C'est ici que les choses vont changer pour l'Iran. Les États-Unis vont utiliser leurs bombardements aériens, donc ils n'auront pas l'ampleur massive observée jusqu'à présent. Ils n'en ont pas besoin. La plupart des infrastructures militaires de l'Iran ont déjà été touchées. Comme le souligne McKenzie, les sites iraniens de lancement, de stockage et de production de missiles balistiques sont désormais les principales cibles, et l'Adix est idéal pour les frapper avec ses munitions à distance. Les Hadiths seront envoyés dans des zones aériennes sécurisées près des sites de missiles iraniens, où ils largueront leurs charges utiles avant de rentrer à la base. Ceux qui ne survolent pas l'Iran passeront leur temps à gérer les vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz, avec les hélicoptères Apache mentionnés par Hexet. Le Wall Street Journal indique que ces deux plateformes sont si cruciales qu'elles ont provoqué la bataille pour le détroit d'Ormuz. Nettoyer le détroit des sites de missiles anti-navires, vedettes rapides et moyens militaires iraniens, prendra sans doute plusieurs semaines aux États-Unis. Les Hadiths et les Apaches opèrent sur le flanc sud du détroit, indique le général Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés. Les alliés des États-Unis utilisent également des Apaches pour gérer les drones kamikazes, affirme Kane. En combinant ces deux appareils aux avions de chasse américains déployés dans le détroit d'Ormuz, le blocus devient bien plus risqué pour l'Iran grâce à cette puissance de feu. Plus risqué, oui, mais pas impossible. Le détroit reste toujours largement bloqué, avec seulement un mince filet de navires marchands qui parviennent à passer. Le président Trump a prolongé jusqu'au 6 avril le délai donné à l'Iran pour rouvrir le détroit. Donc la semaine prochaine verra sûrement plus de frappes de Hadix et d'Apache pour rappeler la puissance de feu américaine. La question est de savoir si l'Iran cédera à la demande de Trump. Si c'est le cas, les Hadix et les Apaches auront affaibli la position de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, forçant le régime à n'avoir plus d'autre choix. Si l'Iran maintient son blocus, des troupes pourraient alors intervenir au sol, attaquer l'île dans le détroit d'Ormuz et cibler l'île de Karg, essentielle économiquement pour l'Iran. Les États-Unis se préparent à ce type d'opération. La plus grande invasion terrestre de l'histoire de l'Iran pourrait bientôt avoir lieu. Découvrez tout dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur l'opération Epic Fury. Merci de nous avoir suivis.